Bien, mes chers collègues, il est, me dit-on, 18h30. Nous allons donc pouvoir ouvrir notre séance de conseil municipal. Alors, je sais bien que vous préféreriez toutes et tous être dans votre jardin, sur votre balcon ou terrasse, en train de profiter du beau temps, mais nous avons des décisions importantes à prendre ce soir en conseil municipal, donc je compte sur vous. Vous l'avez certainement vu, mes chers collègues, nous avons un ordre du jour qui sera en grande partie consacré à l'examen et au vote du budget 2024 et aux délibérations financières qui en découlent. Mais nous n'aurons pas que ces sujets ce soir. Nous évoquerons aussi des délibérations, des rapports relatifs à la culture, au contrat de ville, ce qui nous permet de mettre en œuvre les actions en matière de politique de la ville. Nous aurons également quelques délibérations techniques. Et puis nous évoquerons en première partie de séance un beau projet, un beau partenariat que nous allons officiellement conclure avec l'association Mots et Merveilles. Je remercie sa directrice fondatrice qui a pris rang parmi nous, mais non, malheureusement, madame, vous n'êtes pas nouvelle conseillère municipale de Bully-les-Mines, mais nous aurons tout loisir d'y revenir en tout début de séance. Je pense que vous me permettrez de modifier légèrement l'ordre du jour pour permettre, vous permettre de regagner votre domicile pas trop tard. Voilà, il me revient également de vous proposer la désignation d'un secrétaire de séance. Je vais vous proposer de nous en remettre à notre collègue Pascal de France, qui pensait passer une soirée calme. Voilà, pour tout vous dire, mon cher Pascal, j'allais recourir à d'autres collègues, mais qui sont malheureusement absents ce soir. Je pense qu'ils avaient senti le coup, et donc ils sont malheureusement absents ce soir. Voilà, Monsieur de France, veuillez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Martin Tchikalowski. Jérémy Robillard. Présent. Caroline Louba. Présent. Patrick Leroy. Présent. Nathalie Blanquet. Pascal Foucault. Présent. Dominique Delanclos. Ali Benfrage. Présent. Maris Baccioni. Présent. Gérard Héripré. Géraldine Loyol. Présent. Ludovic Dubourg. Janine Pouchin. Pascal de France. Soi-même. Catherine Dambrine. Stéphane Sicora. Excusez pour le retien. Delphine Lemaitre. Excusez pour le retien. Franck Cousin. Excusez pour le retien. Sandrine Vlodarzik. Excusez pour le retien. Josiane Ouattray. Corentin Pivonski. Excusez. Michel Battiato. Présent. Orange Chomorcel. Rudy Ragnet. Excusez, aucun respect. Claudine Moutoir. Florent Deriche. Caroline Mélanie. Michel Duez. Tésis Caline. Frédéric Normand Chantal. Claudette Rizel. Et Marcel Aubin. Merci, Monsieur de France. Voilà, quelques collègues sont malheureusement absents ce soir, mais pour autant, les conditions de quorum sont largement remplies et nous allons donc pouvoir délibérer en bonne et due forme, mes chers collègues. Je vous propose en premier point d'approuver le procès-verbal de la réunion de notre conseil du 14 mars dernier. Celui-ci appelle-t-il des commentaires ou des amendements de la part de nos responsables de groupe? Je me tourne vers vous. C'est bon? Monsieur Robillard également? Oui. Très bien, le PV est donc approuvé en l'état. Je vous en remercie. Je vous propose donc, mes chers collègues, de passer tout de suite au point numéro 6 de la partie ville citoyenne et dynamique.
Et nous avons donc, comme je l'évoquais dans mon propos introductif, le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Carole Vélige, qui est directrice fondatrice de l'association Mots et Merveilles, avec laquelle je vous propose d'engager un partenariat, mais je vais au préalable laisser nos collègues Maryse Baccioni et Claudette Rizel vous présenter le pourquoi de ce partenariat, mes chers collègues. Madame Baccioni, je vous en prie. En 2023, la commune de Bully-les-Mines a mis en place des ateliers d'alphabétisation animés par des bénévoles 2 fois par semaine dans les maisons de quartier. Face au succès de ce dispositif citoyen, profitant aux personnes étrangères, demandeuses d'asile notamment, la municipalité souhaite renouveler l'expérience sur le terrain de l'illettrisme qui touche tout particulièrement notre territoire. Le Pas-de-Calais connaît en effet un taux d'illettrisme de 13% chez les 18-65 ans, contre 7% en moyenne sur le territoire national. Alors l'illettrisme est la situation d'une personne qui, ayant appris à lire et à écrire, en a complètement perdu la pratique. Une personne illettrée, bien qu'ayant été scolarisée, est incapable de maîtriser la lecture et ou l'écriture d'un texte simple. Au-delà de la question de savoir lire et écrire, la lutte contre l'illettrisme est un véritable enjeu d'inclusion sociale et professionnelle, de recours aux droits, d'inclusion numérique, d'amélioration de la parentalité et de manière générale d'autonomisation et d'émancipation des citoyens. Merci. Donc la municipalité souhaite donc engager un partenariat avec l'association Mots et Merveilles. C'est une association de lutte contre l'illettrisme à rayonnement régional originaire de l'Avesnois. L'essaimage de Mots et Merveilles sur notre territoire, notamment dans les villes concernées par l'engagement pour le renouveau du bassin minier, est soutenu par l'État via l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. La convention a pour objectif d'organiser la présence de l'association à l'espace culturel Édouard Pignon, une journée par semaine afin d'accompagner les personnes en situation d'illettrisme pour les aider à progresser dans la lecture et dans l'écriture, les ouvrir à la vie culturelle, mais aussi leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie satisfaisant au quotidien. Pour cela, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la convention ci-jointe actant le partenariat entre la ville de Bully-les-Mines et l'association Mots et Merveilles, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention partenariale nécessaire à la bonne organisation et à l'exécution de l'action. Ouais, du coup, je vais vous présenter. Oui, voilà. Ça ou pas? Là, ça y est, d'accord, faut qu'il soit rouge. Et du coup, je vais vous présenter brièvement l'association Mézel et Madame Baccioni. Ce serait répété, je crois qu'on n'en a pas trop le temps. Juste vous donner quand même un repère, c'est que chez les personnes qui sont en situation de RSA, il y a 20% parmi elles qui sont en situation d'illettrisme et qui n'en sortent pas à cause de cette difficulté-là. Que 51% des personnes qui sont dans l'emploi, qui sont en situation d'illettrisme, sont dans l'emploi. Mais elles peuvent être dans des emplois d'intérim ou des emplois précaires et ne peuvent pas accéder à des postes plus importants, même si elles en ont les compétences, parce qu'elles sont coincées tout simplement par l'acte de lire, d'écrire, de faire des comptes rendus, d'aller sur le numérique quand on ne sait pas lire et pas écrire. On n'est pas capable non plus, on est à agir énormément, c'est les jeunes. Donc, quand on fait les journées à déployer Mots et Merveilles, qui s'est installé initialement sur la Sambre-Avesnois, sur le bassin minier Nord et Pas-de-Calais. Donc, en fait, pour la première année et pour les années qui suivent, mais en tout cas, la première année, c'est l'État qui prend en charge le coût de fonctionnement de l'association. Puis après, petit à petit, c'est quelque chose qui se fait avec les intercos et toujours avec l'État. Alors, pour vous donner aussi quelques repères, donc Mots et Merveilles, depuis 2008, est installée sur le territoire de la Sambre-Avesnois. C'est une association que j'ai fondée avec Nathalie Saïsté, qui travaille au rectorat de Lille, qui est le bras droit de la rectrice, en fait. On était toutes les deux professeurs de français, toutes les deux très attachées à accompagner les publics qui étaient éloignés, justement, des pratiques de lecture et handicapés, en fait.
parce qu'on peut parler réellement d'handicap. Quand on ne sait pas lire et pas écrire, quelquefois on n'a même pas recours à ses propres droits. On a par exemple souvent des parents accompagnés par l'association qui, lorsque leurs enfants passent en sixième, ne font pas les demandes de bourse parce qu'ils ne savent pas le faire, qui ne mettent pas leurs enfants à la cantine parce que ils ne font pas les démarches pour pouvoir avoir la gratuité de la cantine au collège. C'est facile quand ils sont apparemment plus facile quand ils sont à l'école primaire parce qu'on connaît les enseignants, parce qu'on connaît la ville, mais quand on passe au collège, ça devient plus compliqué. Donc chaque année, Mots et Merveilles sur le territoire Sambravénois et depuis peu sur Saint-Amand-les-Eaux accompagne 4000 personnes en situation d'illettrisme, donc des gens qui ont été scolarisés en langue française et qui, lorsqu'ils sont sortis de l'école, ne maîtrisaient pas les savoirs fondamentaux qui sont lire, écrire, compter. Et aujourd'hui, on parle aussi de numérique. On le fait avec des bénévoles, donc on a 340 bénévoles qui sont engagés dans l'association. C'est un travail qu'on va devoir mener aussi chez vous, hein. Et du coup, c'est aussi un acte citoyen parce que on fait rencontrer des publics qui se croisent dans la rue tous les jours, mais qui ne se parlent pas et qui ne se connaissent pas. Donc, le projet, c'est aussi de faire ensemble et de rapprocher des gens qui étaient éloignés. Et chaque année, en fait, sur le territoire de la Sambre-Avesnois, on accompagne 1000 personnes. Alors 4000 depuis le début, parce qu'en fait, quand l'asso s'est montée, on avait 10 bénévoles et 20 apprenants. On a toujours plus, c'est le contraire. On avait 20 bénévoles et 10 apprenants. C'est difficile d'aller les chercher, ces publics-là. Et ça, c'est un travail qu'on va faire avec vous, avec les partenaires de la commune. C'est pas les gens avec les structures associatives, les centres sociaux. Ce ne sont pas des gens qui viennent spontanément nous voir en nous disant bonjour, je ne sais pas lire et pas écrire. Derrière, on a un gros travail à faire de sensibilisation. C'est pour ça qu'au début, on ne sera qu'une journée sur place et le temps que les gens arrivent, on s'adaptera et après, on sera là plus régulièrement. Le projet se monte petit à petit avec les publics qui viennent frapper à la porte. On le fait, on est sur du sur-mesure en fait. Donc maintenant, nous, chaque année, c'est 1000 personnes qu'on accompagne, mais je vous disais au début, il vient d'être remplacé il y a très peu, avait souhaité qu'on puisse se dupliquer ailleurs. Donc, je vous ai mis quelques petits chiffres, hein. De toute façon, ça, vous pourrez le faire tourner. Le power est à votre disposition. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, même par mail, enfin, il n'y a pas de problème. Et donc, on est aussi une structure qui est reconnue par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. En ce moment, on est en train de créer notre franchise sociale pour se déployer au national. Alors, j'ai un petit témoignage. Si vous avez du son, on peut peut-être passer juste une petite vidéo pour vous exprimer un petit peu. Donc, c'est la slide, l'image suivante. Vous l'avez pas? Oui. Ah, d'accord. Bon, je vous la transmettrai aussi et peut-être que vous la ferez tourner. C'était un binôme qui s'exprimait parce qu'en fait, quand on forme les gens, on a un adulte en situation d'illettrisme et un bénévole qui est formé par l'association et les deux s'exprimaient sur leur parcours. Et en fait, là, c'était l'exemple d'une dame qui venait à l'association parce qu'elle voulait savoir faire ses courses et lire les prospectus. Et donc, on a travaillé sur ce projet-là au début avec des prospectus Lidl, Auchan, enfin un petit peu tout. Et pour elle, c'était la liberté que de comprendre ça et de pouvoir faire ses commissions, compter son argent. Voilà, c'est la première chose qu'elle a appris. Aujourd'hui, c'est une dame qui est employée. Donc, elle a 50 ans, elle n'avait jamais travaillé et elle travaille maintenant dans une salle de sport. Le matin, elle fait l'ouverture de la salle de sport, elle nettoie, elle fait des petites choses. Enfin, voilà, elle se sent utile, intégrée et c'est le principal. Donc, on peut passer du coup à la slide suivante. Donc aujourd'hui, le défi qui nous est demandé, c'est vraiment un défi qui nous a été demandé par le préfet de région parce que tout d'un coup, on nous a demandé de passer de 8 sites sur notre territoire Sambravénois à 16 sites en intégrant le bassin minier Nord et Pas-de-Calais. Donc le défi, c'est de développer notre modèle d'éducation populaire sur d'autres communes. Alors ça demande vraiment de travailler avec les habitants parce que en fait, les identités ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. On ne peut pas dupliquer à l'identique ce qu'on fait en Sambre-Avesnois ici. Il faut vraiment s'imprégner aussi de la culture de vos habitants. Par exemple, ici, il me semble, je dis bien il me semble parce qu'on a commencé à travailler un petit peu, qu'on a plus de mal à faire sortir les gens de chez eux. Et que ça va être un enjeu très fort. Donc voilà, il va falloir travailler avec les écoles, il va falloir travailler avec les assistantes sociales, il va falloir travailler avec les centres sociaux, avec vous les élus. Et il va falloir communiquer beaucoup pour que les gens entendent parler de nous et que le bouche à oreille après fonctionne. Donc
Ça nécessite du coup un ancrage local très fort, une connaissance des publics. Alors, on est aussi, et vous faites partie aussi du travail, hein, vous êtes très impliqués en fait dans la lutte contre l'illettrisme. On a été aussi mandaté par la commissaire à la pauvreté pour réaliser un diagnostic territorial qu'on fait actuellement sur le bassin minier pour justement imaginer des nouveaux parcours. Et là, c'est une notion de parcours, donc c'est Mots et Merveilles et d'autres acteurs pour sortir les gens de l'illettrisme. Il y a sûrement des choses formidables chez vous qu'on doit aussi mettre en synergie avec l'association pour qu'une personne en situation d'illettrisme qui démarre son parcours à l'association puisse aussi après aller dans d'autres structures. Et c'est aussi des structures culturelles, c'est des sorties, c'est aller au théâtre, c'est s'inscrire à la médiathèque. Et bien, tout ça, voilà, ça fait partie des parcours qu'on doit mettre en place pour ces personnes en situation d'illettrisme. Elles doivent se sentir légitimes dans ces lieux-là et s'y sentir à l'aise en fait. Et donc ça, c'est aussi notre travail. Donc, il nous faut aussi une connaissance des acteurs locaux. On va souvent vous solliciter au début, en tout cas, hein. Voilà, puis ça vous permettra de voir aussi comment on travaille, ce qu'on fait. Donc, on peut passer à la slide suivante pour vous donner un petit peu une idée des implantations existantes et proposer voilà, et proposée sur les territoires. Donc nous, sur la Sambre-Avesnois, celle-ci, elle est importante parce qu'elle vous donne un peu une mesure de densité de population. Quand je vous disais qu'on accompagnait 4000 personnes avec la ville de Saint-Amand-les-Eaux en plus, c'est quand même sur un bassin Sambre-Avesnois de 227 000 habitants, avec 10 000 habitants en plus, admettons, de Saint-Amand-les-Eaux, et on accompagne 1000 personnes par an, vous voyez, sur 8 sites. Mais quand on regarde les chiffres sur le bassin minier, Pas-de-Calais et Nord, on est tout de suite 6 fois plus important. Et donc, en densité de population, si on arrive à faire le travail qu'on a fait en Sambre-Avesnois, on aura très vite beaucoup plus de public. Donc, on verra comment on s'adapte. On commence petit, on teste, on tâtonne, et puis on s'adapte au fur et à mesure que le projet prendra. Voilà. Donc, sur la Sambre-Avesnois, on a 8 sites aujourd'hui. Sur le bassin minier Pas-de-Calais, ben, en fait, on a commencé sur Carvin en janvier. On va démarrer là sur Bully-les-Mines. Alors, on arrive chez vous parce que tout simplement, dans les réunions qu'il y a eu avec la préfecture et Béranger Basseur, qui est chargé de mission pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, enfin, il est parti, il a une remplaçante, eh bien, vous avez Madame Rizel et Madame Baccioni, si je le dis bien, qui se sont vraiment portées volontaires dès le début et elles nous ont pas lâchés en fait, parce qu'au début, c'était des villes plus importantes qui étaient ciblées, pour ne pas vous le cacher. Et finalement, on a vraiment senti qu'il y avait une volonté ici, et le projet ne peut se faire qu'avec une volonté forte, puisqu'il se fait ensemble. Donc, on a vous avez doublé un peu la ville de Lens, parce que ça devait se faire probablement sur Lens au départ. Donc voilà, et c'est bien de le tester aussi dans une ville de 12 000 habitants et de voir comment ça fonctionne. Donc, moi je vous remercie en tout cas. Donc voilà, donc on a encore 2 villes qui doivent sortir sur le bassin minier, étaient identifiées Lillers et Béthune. Alors Lens reste quand même encore dedans, c'est les premiers qui vont réagir. Et ce qui bloque en fait pour les villes, pour nous accueillir, c'est de mettre à disposition des locaux. Parce que finalement, financièrement, c'est pris en charge pas par les communes, mais plutôt par l'Interco et par l'État. Ce qui coûte à la commune, par contre, c'est la mise à disposition des locaux. Donc voilà, 10 000 € à l'État et à l'Interco, parce qu'on a aussi des ateliers culturels qui coûtent un peu. On emmène les gens, par exemple, on avait fait un projet très intéressant pour parler des différences, et on avait emmené les publics au Musée de l'Homme à Paris. Évidemment, c'est des ateliers de travail avant. Enfin, on ne va pas au musée pour se faire plaisir. On travaille en amont, on le travaille après. On avait visité ensuite le musée de l'histoire de l'immigration pour expliquer comment les gens étaient venus et pourquoi ce qu'ils nous avaient apporté. On avait travaillé sur le vocabulaire, prendre un kawa, lécher le toubib. Enfin voilà, les mots aussi qui nous viennent de l'immigration et qu'on partage aujourd'hui. Et puis, le dernier musée qu'on avait visité, c'était le mémorial de la Shoah. Donc, on ne dit pas aux gens comment ils doivent se comporter, mais on travaille aussi beaucoup sur l'identité citoyenne, sur le faire ensemble, sur la tolérance de l'autre. Enfin, c'est quelque chose qui nous est très important à l'assaut. On vous sollicitera forcément pour nous prêter à un moment donné dans l'année un isoloir, une urne, parce qu'on apprend les gens à voter à travers des projets pédagogiques. On apprend le geste du vote parce que y a des gens qui ne vont pas voter tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le geste du vote. Donc c'est quelque chose. Et il y en a qui n'y vont pas parce qu'ils ne savent pas signer. Donc c'est des choses qu'on apprend aussi à l'association, à signer tout simplement au départ. Ça peut être un premier travail. Donc, alors évidemment, c'est un budget. Dedans, il y a du mécénat à chaque fois. Par exemple, ici, on a Maison et Cité qui nous finance.
la Fondation des Lumières aussi, qui nous finance. On va chercher des financements aussi annexes dans le privé pour pouvoir mettre en place des beaux projets. Alors finalement, un apprenant par an, il coûte 1004 €, il coûte 100 € par mois, il coûte 25 € par semaine et il a environ 4 heures de cours à l'assaut, dont 2 heures de cours particuliers. C'est pas finançable par le droit commun, ça. Et quand on ne sait pas lire et pas écrire, c'est compliqué d'aller dans un organisme de formation, d'apprendre en groupe. Parce que finalement, même vous aujourd'hui, si on a eu un même parcours, je veux dire jusqu'à la troisième, si à la sortie de la troisième, on faisait des tests, il y a des choses qu'on a retenues, d'autres pas. Et les personnes en situation d'illettrisme, c'est pareil, il y a des blocages, il faut aller chercher les difficultés pour pouvoir les contrer et aider la personne. Et bien voilà, c'est le cours particulier qui permet ça. Mais le but après, c'est d'orienter les gens vers des organismes de formation. Pour ceux qui le veulent, qui veulent aller vers du qualifiant par exemple, notre travail, c'est de les orienter là-bas. Donc ça, c'était pour que vous ayez un repère coût public, hein, grosso modo. Alors, qu'est-ce qu'on travaille? Le cadre d'impact sur les publics. En fait, un petit peu de tout, hein. On va travailler l'autonomie numérique. Aujourd'hui, dans tous les cours, on fait du numérique un petit peu. Alors, les bénévoles sont formés avant pour pouvoir transmettre à l'apprenant. Mais sur un smartphone, on travaille déjà le numérique. Déjà, par exemple, tout ce qui est vocal, on leur montre parce qu'on peut envoyer des SMS en utilisant la, la touche vocale et on peut les écouter aussi. Ça permet de communiquer. Parce qu'au départ, quand même, ce qu'il faut faire en premier, c'est les rompre de l'isolement, leur permettre de communiquer avec tous et pas avoir de tabou. On ne va pas tout de suite leur dire, bah, écris bien ton message. Voilà, on leur montre ce qui est facile. Et nous, après, on les amène tout doucement vers le plaisir d'écrire, la fierté de sortir des mots. Enfin voilà, ça se fait tout doucement. Donc, autonomie numérique. On travaille beaucoup la santé aussi. Parce qu'on a pas mal de publics qui ne se soignent pas, ne sachant pas prendre un rendez-vous chez le spécialiste, des tabous aussi, un manque de temps, problème d'hygiène dentaire, enfin bucco-dentaire hyper important chez ces publics-là, ils ne se soignent pas, ils ne vont pas facilement vers les dentistes, et donc c'est un travail qu'on fait avec eux. On travaille la citoyenneté, mais ça je vous en ai déjà parlé. L'emploi, l'insertion, pour tous ceux qui ont envie, on ne force pas les gens à aller vers du qualifiant, vers l'emploi et l'insertion. Néanmoins, on travaille beaucoup autour de ça aussi pour donner l'envie et retrouver aussi de la dignité par rapport à ça. La mobilité, c'est quelque chose qu'on travaille avec eux. Pour réapprendre à lire et à écrire, par exemple, on va travailler sur le code de la route. Parce que le code de la route, pour vous donner une idée, son niveau c'est CM1. Et donc, celui qui ne sait pas lire et pas écrire et qui n'a pas les prérequis du CM1, eh bien, le vocabulaire, par exemple, il ne le comprend pas. Donc, on travaille tout le vocabulaire du code de la route, on travaille la latéralisation, enfin, toutes ces choses-là, pour que les gens soient à l'aise après, quand ils s'inscrivent au permis de conduire et sur le code de la route. Ils n'ont généralement pas de difficulté sur la conduite. Ce qui les bloque, c'est vraiment le code de la route. D'ailleurs, on reçoit pas mal de gens du voyage aussi à l'assaut. Ils conduisent, il y en a beaucoup qui conduisent sans avoir leur permis de conduire. Ce qui bloque, c'est le code. Donc voilà, mais du coup, ça peut être dangereux. Donc, on travaille aussi pour renforcer les médiathèques. Donc, en fait, quand on est accueilli en médiathèque, il y a des liens très forts qui se créent entre les médiathécaires et les salariés de l'assaut. Mais du coup, elles sont aussi après en capacité d'accueillir ces publics qui ne savent pas bien lire et pas écrire. Ces mamans qui viennent avec leurs enfants, on les infantilise, j'arriverai pas à le dire, infantilise plus. On leur propose des outils. L'album jeunesse, c'est un album aussi, on dit album jeunesse, mais c'est aussi bien pour les adultes. Donc, on s'est orienté après les gens vers le livre et puis respecter l'adulte dans ce qu'il a envie de lire sans le juger. Bon, l'éducation, c'est un vecteur très fort sur lequel on travaille, hein, parce qu'évidemment, on essaie d'éviter tout ce qui est difficile pour des parents en situation d'illettrisme avec l'école. Donc, qu'est-ce qui est compliqué avec eux? Déjà, c'est de rentrer dans l'école, de discuter avec les professeurs des écoles. Et donc, nous, on fait aussi un travail autour de ça. On peut avoir des parents qui, à un moment donné, vont raconter des histoires dans les écoles de leurs enfants. Alors, des fois, des albums très simples, mais déjà, ils auront franchi la porte. Les professeurs des écoles les voient autrement et les enfants ont une fierté vis-à-vis de leurs parents. Donc, c'est aussi des choses qu'on travaille. Et puis, après, la cohésion sociale. Donc, voilà. Alors, après, on a des résultats. On est forcément évalué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est reconnu par la préfecture, parce que tout dossier déposé nécessite après un bilan. Et un bilan avec des chiffres. Donc là, je vous l'ai fait globalement, hein, je ne vais pas vous donner les résultats précis, mais en tout cas, un tiers des publics se renouvellent chaque année. Il faut à peu près 3 ans pour sortir de l'illettrisme. Donc ici, si on commence début juin à accueillir des publics, au bout de 3 ans, ils sortiront du dispositif. Sauf s'ils viennent en nous disant qu'ils ne savent pas et que finalement, il y a beaucoup d'acquis qu'on va réactiver
et où là, ça pourrait aller vite. Ça existe aussi, hein. Il y en a qui se déprécient beaucoup, en fait. Donc, on fait des tests, et puis voilà, après, on met des objectifs pédagogiques en place, et puis on laisse les gens évoluer tout doucement. Donc, un tiers des publics se renouvellent chaque année, et les 300 sorties annuelles, sur les 300 sorties, on a 2 tiers de personnes qui sortent en sortie positive. C'est énorme par rapport à la fragilité des publics qu'on accueille. On accueille vraiment des gens très précaires, très abîmés par la vie. On n'a pas les mêmes publics quand on a des publics en situation d'illettrisme et des publics analphabètes. Les publics analphabètes n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine et donc n'ont pas de tabou sur leur situation, ont des capacités d'apprentissage, ont souvent des capacités d'apprentissage beaucoup plus importantes que les personnes en situation d'illettrisme qui ont des tabous, des freins, enfin voilà, une mésestime d'eux-mêmes. Ils ont une double culture et du coup c'est plus facile aussi pour mettre en place des projets culturels. Donc les publics en situation d'analphabétisme apprennent beaucoup plus vite. Alors eux, on fait plus de groupes par exemple. Ils ont un peu d'individuel, mais ils travaillent aussi en groupe. Par contre, les publics en situation d'illettrisme, c'est très très compliqué. C'est vraiment des publics qu'il faut appréhender en marchant sur des œufs presque. Et on fait vraiment du cousu humain quand on travaille avec eux, des parcours de réapprentissage. Donc les sorties positives, c'est sortir en étant lecteur-scripteur, c'est passer sur une formation qualifiante, c'est aller vers l'emploi, c'est obtenir son permis de conduire selon les vœux qui sont faits à l'accueil des publics. Nous, à chaque fois, on respecte le vœu qui est fait et on accompagne vers. Alors après, vous avez l'impact. Là, c'est des études qui sont faites auprès des gens qui sont chez nous, hein. Donc 80% se sentent à l'aise pour lire et écrire quand ils sont à l'association. 64% se sentent à l'aise pour utiliser Internet. Ils n'osaient pas appuyer sur un bouton, sur un clavier. Donc c'est pas mal. 90% envisagent l'avenir d'une manière nouvelle. Et alors ça, quand envisager l'avenir d'une manière nouvelle, ben, c'est utiliser, enfin c'est aller au spectacle. On les apprend à aller au spectacle. On y va avec eux, hein. C'est aller au théâtre, c'est aller à la piscine, voilà, c'est aller dans tous ces espaces publics qu'ils ne s'autorisaient pas et c'est notre vie tout de suite. Voilà, donc après je vous avais fait juste une petite frise qui remettait un petit peu la manière dont on était travaillé, notre force. Donc aujourd'hui 14 implantations, premier site en 2008, 7 sites en Sambre-Avesnois plus le site pilote, un site dans le Hainaut qui a permis de tester notre modèle, 5 sites actuellement dans le bassin minier, et puis demain 3 nouveaux sites encore dans le bassin minier et une franchise sociale pour le national qu'on est en train de travailler. Alors on a des outils, ça c'est pour la prochaine aussi, j'essaie d'aller vite hein, pour ne pas vous retarder. On a des outils qui sont créés. Alors, vous voyez, dans les médiathèques, on arrive avec des armoires en forme de matrioshka. La matrioshka, c'est le symbole de l'association. Et donc, pour que les gens soient à l'aise et n'aillent pas directement vers la médiathécaire s'ils ont peur, ben voilà, ils voient la poupée de loin, ils viennent vers nous et c'est plus facile. Et du coup, on est aussi dans un petit espace un peu ludique, plus agréable. Enfin, c'est vraiment ce qu'on essaie de créer à chaque fois avec eux. Alors dans les outils, alors on s'est fait plaisir avec les armoires, mais après on a des choses plus sérieuses. On a créé donc le Vadémécum de l'association pour nous répliquer. On a un livret bénévole, on a un livret d'apprenants, on a un guide de bénévoles et on a un programme de formation. Donc le programme de formation qui s'adresse aux bénévoles propose 40 journées de formation à l'année, avec 5 jours de formation obligatoire pour les bénévoles, qu'on ait été professeur des écoles, enseignant ou pas, parce que là on va être sur de l'individuel, il va falloir appréhender une personne dans sa globalité, une personne fragile, qui a un parcours qui a été très abîmé, et du coup bah, voilà, ça nécessite un accompagnement particulier. Et voilà, ça c'est vraiment le plus de l'association, c'est le gage qualité de la structure, c'est le fait que les bénévoles soient formés. Et je vous le dis, même si on a été professeur des écoles. Mais en même temps, ça permet de se rencontrer, de se connaître. Et nous, lors de ces formations-là, après, on est plus en capacité de créer le binôme. Parce on connaît les bénévoles et on accueille les apprenants et on voit ce qui va matcher ou pas dans le cadre d'un binôme. Alors, on a une reconnaissance nationale, ça c'est la slide suivante. Alors, on est membre de l'Alliance pour la lecture, la belle grande cause nationale. On reçoit tous les ans le prix de l'Académie française, qui nous reconnaît comme une structure qui promeut la langue française auprès des gens qui en sont le plus éloignés. Alors, c'est pas le prix le plus intéressant financièrement, mais c'est le plus beau prix. C'est celui qui nous touche le plus et qui touche le plus les bénévoles qui s'engagent à Mots et Merveilles, parce qu'on n'est rien sans eux, hein. Moi aujourd'hui, quand je vous présente l'asso, je pense que vous vous dites tous que c'est une belle asso, mais c'est vraiment une asso qui s'est construite avec, depuis le début de l'asso, plus de 1000 bénévoles. Et un bénévole qui s'engage à l'association, alors il peut être retraité ou pas, mais il vient tellement avec un temps et une disponibilité qui donne beaucoup, enfin il produit de la richesse en fait.
de la richesse humaine. Ce qu'on n'aurait pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde un petit peu, les 340 bénévoles qu'on a, ça représente à peu près 30 ETP à Mouses et Merveilles. Si on avait 30 salariés à temps plein à Mouses et Merveilles, ils ne nous apporteraient pas ce que les 340 bénévoles nous apportent. Tout simplement parce que ces 340 personnes, c'est 10 fois plus, même 11 fois plus. Mais après, bah, c'est des personnalités différentes. Et puis, c'est des gens qui viennent en ayant du temps et en ayant envie de transmettre. Que quand on est à temps plein dans l'apprentissage avec des publics en grande difficulté, bah, on a le nez dans le guidon. C'est quelquefois difficile, on trébuche, faut se remettre, c'est pas simple. Un bénévole, non, c'est pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'il est formé aussi. Et après, on a eu de grands reportages TV. Si vous tapez sur YouTube Mouses et Merveilles, vous allez trouver des reportages intéressants. Vous pouvez aussi trouver sur Netflix un film qui s'appelle Willy Ier, qui a été réalisé par un apprenant de... Alors, un apprenant de Mouses et Merveilles a eu le premier rôle dedans. C'était un monsieur en situation d'illettrisme. C'était le premier apprenant de Mouses et Merveilles. Il a fait un reportage qui est passé au 13-15 de Laurent Delahousse et il a été repéré par des élèves de l'école de la Cité de Luc-Besson qui ont souhaité lui faire un court-métrage. Donc il a fait un premier court-métrage qui s'appelle Perrault-la-Fontaine, mon cul, qui est passé au Festival du Cours à Clermont-Ferrand. Et là, ce monsieur, il a eu le premier prix d'interprète masculin. C'était juste incroyable. Il avait juste fait du théâtre avant l'association. Il a pu après aller à Clermont-Ferrand. Je vous parlais mobilité tout à l'heure, c'est des gens qui ne sortent pas de chez eux à plus d'un périmètre de 10 km. Donc il a quitté Aulnoy-Emery pour aller à Clermont-Ferrand, c'était énorme. Sa bénévole l'accompagnait évidemment. Et puis bah, il a eu ce premier prix. Et donc ces jeunes de l'école de la Cité de Luc-Besson sont tombés amoureux de cet artiste. Cet acteur d'ailleurs, et du coup on décidé de faire un long métrage qui est passé au cinéma, qui a été programmé au Festival de Cannes. Daniel est allé au Festival de Cannes et il a reçu le prix, le film a reçu le prix de l'Acide. Donc Acide, c'est un prix pour les cinéastes engagés, enfin vous regarderez un petit peu. Et donc Daniel Vanet, dedans, a eu encore le rôle principal et même un double rôle puisqu'il joue un jumeau. Et bon, c'était juste incroyable. Alors ça, c'est bon, une histoire, c'est une belle histoire, quoi. C'est la fabuleuse histoire de Daniel Vanet. Et du coup, bah, ça a permis aussi à l'association de rayonner, de se faire connaître un petit peu plus. Mais on a eu plein d'autres reportages télé, 21 jours au cœur de l'illettrisme, si vous connaissez Alexandra Lévesque, qui fait des beaux reportages TV, eh bien, elle avait fait 2 reportages sur Mouses et Merveilles, un premier, puis elle a voulu absolument revenir une deuxième fois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle fait partie de notre conseil d'administration. Et puis, on a eu des publications officielles dans différentes revues, et notamment dans celle de l'ABF, l'Association des bibliothèques de France, où là avait été mis en lumière une dame qui ne savait pas lire et écrire, qui a appris à Mouses et Merveilles, et qui depuis est inscrite dans 8 médiathèques de la Sambre-Avesnois, parce qu'elle dévore les rayons de poésie, et que elle en avait pas assez dans la bibliothèque d'Aulnoy. Donc après, elle est allée dans toutes celles qui étaient aux alentours, et elle prend le bus maintenant pour aller dans les bibliothèques, et elle est salariée maintenant à Auchan. Donc voilà, c'est une dame qui ne travaillait pas non plus. Mais c'est des belles histoires. Voilà, donc après, je vais vous parler des conditions de réussite pour nous implanter dans un lieu. Donc, alors il en manque, là. Je sais pas, ils vont peut-être arriver ou pas. Bon, sinon, je vous l'ai dit, hein, ils sont là, puisque vous pourrez après avoir le power à disposition. Donc, de la part de la commune, c'est un appui en nature. Donc, un local mis à disposition. Donc, ici, dans votre médiathèque, espace culturel, en fait. Hein. Voilà. Par l'État, on demande du financement pluriannuel sur 3 ans. Parce qu'on peut pas, c'est trop d'énergie, on ne peut pas s'installer pour un an. C'est pas possible. D'abord, pour mesurer les progrès des personnes, comme je vous disais, il faut au moins 3 ans. Et puis après, le temps de monter notre réseau bénévole, d'être connu, de rayonner, il faut quand même un certain temps. Et donc, on ne pourrait pas le faire pour un an, c'est pas possible. Au niveau des agglomérations, c'est après du financement dans le cadre des contrats de ville. Au niveau de la région, on a aussi une quote-part. La région nous finance la formation des bénévoles et la vie associative dans le cadre d'INAS. On reçoit aussi des moyens par le département, dans le programme culturel du département. La CAF nous accompagne aussi sur le 62. Et puis après, c'est du mécénat. Donc voilà, en toute transparence, vous avez ici les différents acteurs et la manière dont ils nous accompagnent. Et ça nous permet du coup de recruter 2 personnes après à temps plein. Donc je vous disais au début, chez vous, on va être à mi-temps. Et progressivement, on va monter tout doucement. Alors, à mi-temps, ouvert une journée ou une journée et demie au début, mais présent sur le territoire, sur la commune 2 jours et demi, pour travailler avec les différents acteurs et puis pour pouvoir être connu et rencontrer le plus de partenaires possible.
Voilà, j'en ai fini. Vous pouvez me poser vos questions. J'espère que j'ai été claire. Tout à fait. Merci, Madame la directrice. C'était effectivement très clair. C'est un véritable honneur de vous accueillir dans notre commune et une véritable fierté. Je dirais que l'effort que nous allons consentir, il est bien modeste au regard effectivement des enjeux que vous avez évoqués. Quand vous utilisez les termes citoyenneté, dignité, éducation populaire également, ce sont effectivement des valeurs, des démarches qui nous parlent, hein, qui parlent aux élus du conseil municipal de Bully-les-Mines. Mais véritablement, on est très fiers de vous accueillir dans notre commune. Avez-vous des questions ou des remarques, mes chers collègues? Non? J'imagine que ce partenariat fait l'unanimité dans nos rangs? Oui? Alors, pour exprimer notre soutien à Madame la directrice, je vous propose eh bien, que celles et ceux qui approuvent hein, ce projet de partenariat eh bien, le manifestent en levant la main. C'est symbolique, chère Madame, mais c'est important. Vous avez l'unanimité du conseil municipal. Je voudrais bien évidemment vous remercier votre conseil d'administration. J'ai une pensée particulière pour Monsieur Paul Nals, qui a aussi mis en relation votre association avec notre commune. Remercier aussi surtout nos deux collègues, hein, Maryse et Claudette, qui, comme vous l'avez dit, ont fait preuve de beaucoup de ténacité, de force de persuasion pour que vous veniez vous installer dans notre commune de Bully-les-Mines. Puis remercier aussi l'équipe de techniciens hein, qui vous accompagne dans ce beau projet, parce que je sais que ça leur tient aussi particulièrement à cœur, l'équipe du pôle cohésion urbaine et sociale. Madame, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci à vous. choisi Bully-les-Mines. Alors, c'est pas moi qui ai choisi, c'est aussi la préfecture, enfin, c'est tout le monde en fait. Hein. Monsieur Basseur, enfin voilà. C'est vrai que Monsieur Paul Nals, c'est aussi pour quelque chose. Donc voilà. Après, moi j'attendrai de vous de parler de l'association et de nous aider à constituer un réseau de bénévoles. Peut-être que vous connaissez aussi des personnes qui sont empêchées aujourd'hui pour lire et écrire. Bien, vous leur en parlez tout simplement. De toute façon, après, on va vous donner des flyers, ce qu'il faut, hein, parce que vous avez déjà ce qu'il faut. Audrey est passée. Voilà, d'accord. D'accord, voilà. Parce qu'en fait, pour en parler, c'est plus facile de donner quelque chose aux gens, dire bah, si tu as quelques difficultés, tu peux aller là-bas. C'est plus facile de leur dire de venir chez nous pour faire du numérique que pour apprendre à lire et à écrire, ou de faire des maths, parce que lire et écrire, c'est un tabou. Mais des fois, on peut l'aborder autrement, en disant bah, vous avez peut-être un petit peu besoin d'aide pour aider vos enfants ou pour faire des démarches administratives. Voilà, on peut aussi les orienter comme ça si on n'est pas à l'aise avec eux pour leur dire vous ne savez pas lire et pas écrire, c'est assez stigmatisant. Enfin voilà, je sais que vous connaissez les habitants de votre commune et que vous êtes aussi à leurs petits oignons, donc on vous laisse faire cette partie-là, mais voilà, sachez que c'est plus simple d'enrober les choses. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre vote alors. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chère madame, et on espère que nous aurons beaucoup de petites matrioshkas bulligeoises hein, qui viendront rejoindre les rangs. En tous les cas, encore un grand merci, madame. On va vous applaudir pour votre engagement. Quelle belle façon de commencer notre séance de conseil municipal, mes chers collègues, que de prendre une décision d'une telle importance, d'une telle symbolique. Eh bien, on va reprendre le cours de notre séance de conseil municipal. Nous allons passer au point numéro 2, qui concerne eh bien, les décisions prises en vertu de la délégation que vous m'avez confiée, mes chers collègues. Alors, il y a notamment, c'est important, la décision concernant les voyages des seniors, décision tarifaire. Nos seniors auront la possibilité d'aller se balader en région champenoise au mois de juin prochain. Beau petit programme concocté par notre collègue Ali Benfrage, hein, forcément dégustation de champagne, ça va de soi. Quant au 12 septembre prochain, eh bien, ce sera fête foraine et animation dansante, repas dansant. Là, ce sera du côté de Saint-André-les-Lilles. Concernant la balade champenoise, le tarif a été fixé à hauteur de 34 €. Concernant eh bien, le voyage fête foraine et repas dansant, il est de l'ordre de 39 €. Donc nous prenons en charge eh bien, la moitié du coût de ces voyages, de ces animations pour les seniors. Voilà, deux beaux projets effectivement pour nos seniors. Ensuite, nous avons différentes décisions qui concernent eh bien, des donations d'archives. Tout d'abord, eh bien, nous avons réceptionné des photos qui appartenaient à Madame Marcelle Druvant, des photos eh bien, du patronage. Ça nous ramène à quelques années, quelques décennies antérieures. Ensuite, une donation qui nous provient de Madame Anne-Marie Chopin,
qui concerne plus particulièrement les archives de la famille Stradi sur la période 1939-1945. Là encore, ce sont de précieux documents pour nos archives municipales. Un don cette fois de l'atelier de recherche historique de l'amicale laïque. Il s'agit cette fois des archives notamment de Mademoiselle Deleval, ainsi que les archives de Monsieur Jean-Claude Bonnière, donc, qui a été, vous le savez bien, président de l'Harmonie municipale. Nous avons aussi une donation du docteur Emery concernant les archives, les productions du poète François Delcourt, et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de parcourir ses poèmes et les partitions des chansons qu'il avait écrites. Je ne savais pas que nous avions une telle richesse dans notre commune. Alors c'est toute la période en plus, sur la période guerre et post-guerre, donc c'est particulièrement intéressant. J'en reviens aux seniors, ça n'est pas tout, puisqu'ils auront la possibilité de partir cette fois un peu plus loin, plus exactement en Normandie, puisque nous allons organiser notre premier voyage à destination des seniors. Alors là, j'ai une petite pensée pour Denise Caillé qui souhaitait depuis longtemps mettre en place ce dispositif. Ali Benfrage l'a fait. Donc ce voyage aurait lieu du 22 au 29 septembre. Vous le voyez, nous sommes sur une participation financière relativement accessible, puisque nous sommes sur un coût de 461 € par personne, en sachant que certains bénéficiaires, en fonction de leurs ressources, pourront bénéficier de l'aide de l'ANCV. Et je vous précise que nous prendrons en charge le déplacement en bus pour 2200 €. Une réunion d'information aura lieu le vendredi 19 avril prochain à 15 h, maison des Assauts, pour tout expliquer aux seniors de notre commune qui seraient intéressés et pour qu'ils puissent bien sûr s'y inscrire. Voilà mes chers collègues, on aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir à l'occasion de la présentation du budget. D'ailleurs, ça me permet de faire le lien puisque c'est le point suivant de la partie numéro 3. Nous en arrivons à l'un des sujets principaux de l'ordre du jour de ce soir, la présentation du budget primitif 2024. Avec son titre, qui résume bien, je dirais, finalement, la philosophie de ce budget. Un budget, effectivement, qui s'inscrit dans le cadre du contexte que nous avions pu évoquer à l'occasion du débat d'orientation budgétaire de notre précédente séance. Si vous voulez bien venir sur la slide suivante. Merci. Donc, je vous le rappelle, tout d'abord, ce budget est le premier présenté sous la nomenclature M57, ce qui fait que vous avez quelques modifications d'imputation de certains articles. Et puis surtout, vous n'avez pas la comparaison par rapport à l'exercice 2023 dans le document qui vous a été transmis. Et pour autant, vous aurez eu tout loisir de comparer. Le contexte de ce débat d'orientation budgétaire, je vous le rappelle, c'est la difficulté qui est la nôtre à résoudre cette équation entre malheureusement des augmentations de dépenses qui sont pratiquement contraintes. Cela concerne notamment les dépenses de personnel, j'y reviendrai dans un instant, mais également des recettes qui stagnent, nous le verrons là encore dans un instant puisque nous avons eu les données officielles des dotations d'État, alors que l'inflation continue d'augmenter, on espère la juguler d'ici la fin de cette année, mais je vous rappelle qu'on nous l'a prometté pour la fin d'année dernière. En tout et pour tout, l'État nous allouera 6 000 € supplémentaires, on le reverra dans un instant. Alors la seule marge qu'a trouvée l'État pour nous permettre de redégager un peu de souffle sur le plan budgétaire, c'est cette année encore la revalorisation des valeurs locatives, 3,9%. Donc cette fois encore, l'État va nous renvoyer l'impopularité de l'augmentation de l'impôt. Pour autant, pour essayer d'amortir l'impact sur le pouvoir d'achat, je vous proposerai encore de maintenir les taux de fiscalité. Cela concerne bien sûr le foncier bâti. Et donc, dans ce contexte, et je pense que vous avez pu lire aussi des articles relatifs aux présentations des budgets dans d'autres communes, comment aujourd'hui bâtir un budget le plus sincère possible, puisque c'est une obligation légale, il faut bien avouer que l'exercice devient quand même de plus en plus difficile. À l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire, j'avais eu l'occasion de réaffirmer les engagements qui sont ceux de la municipalité, notamment le maintien de notre offre de services, puisqu'elle est importante pour continuer, je dirais,
eh bien, à maintenir le lien social et la qualité de vie dans notre commune. Cette offre, nous l'avons même considérablement développée depuis le début du mandat, et notamment l'année dernière, avec le cabinet médical communal, plus de 1200 patients qui ont repris un parcours d'accès aux soins, et puis ce dispositif de recueil, des cartes d'identité et des passeports, plus de 1000 titres délivrés à la fin d'année dernière, et bien tout cela contribue aussi à améliorer notre offre de service, et je peux vous dire que c'est bien apprécié des usagers bénéficiaires. L'autre engagement, c'est bien sûr de maintenir un niveau d'investissement raisonnable, en lien bien sûr avec la qualité, pardon, avec l'offre de service qui est la nôtre. Nous allons aussi privilégier les investissements qui s'inscrivent dans le cadre de notre plan de sobriété énergétique. Et puis bien sûr, les investissements, ce sont ceux que nous consacrons, alors certes encore modestement, mais à nos grands projets, notamment celui de la piscine, nous l'avons évoqué lors de notre précédente séance de conseil municipal. Enfin, l'objectif bien sûr de maintenir, je viens de l'évoquer, le niveau de la fiscalité. Il n'était pas question pour nous d'augmenter la fiscalité alors que les valeurs locatives seront revalorisées. Le budget 2024, mes chers collègues, présenté dans ces grandes masses, eh bien, le voici. Eh bien, il s'élève en fonctionnement à pratiquement 16 400 000 euros et en investissement, eh bien, 1 500 000 euros. La section de fonctionnement évolue de 1,6%. La section d'investissement, eh bien, diminue de pratiquement 13%. Or là-dessus, je vous le dis chaque année, mais clairement, ça n'est pas sur un BP qu'on juge le niveau d'investissement. Ce sera sur le compte administratif de cette année 2023-24, pardon, puisque nous sommes amenés bien, à y revenir à l'occasion du budget supplémentaire, notamment pour le projet piscine. Nous commençons par les sections de fonctionnement. Eh bien, vous le voyez, les charges à caractère général sont en baisse de 6,2%, alors que la moyenne est en augmentation de 1,6%. Et nous avons, puisque ce sont les postes de dépenses principaux, les charges de personnel qui sont en augmentation eh bien, de l'ordre de 2,6%, ce qui reste quand même particulièrement raisonnable. Un focus sur les principaux postes de dépenses. Tout d'abord, les charges à caractère général en diminution, je viens de l'évoquer, de 235 000 euros. C'est conséquent, avec notamment une baisse des achats de 270 000 euros, avec cet objectif, vous le voyez, eh bien, de réduction des crédits que nous consacrons aux dépenses énergétiques. Et pour autant, eh bien, nous tenons compte de la revalorisation de nos différents contrats, et notamment ceux que nous avons dans le cadre du groupement d'achat de la FDE. Nous avons une augmentation des services extérieurs, ce sont notamment les contrats de prestation et de location pour notre service jeunesse, pour autant en augmentation plus que raisonnable, de l'ordre de 25 000 euros. C'était la slide suivante, oui, si vous voulez bien. Merci. On passe à la slide suivante. Cette fois, nous faisons un focus sur les dépenses de personnel. C'est celle juste avant. Merci. Ces augmentations de dépenses de personnel, nous les avions déjà évoquées à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, puisqu'elles ont trait notamment eh bien, à la revalorisation du point d'indice, qui va impacter bien évidemment ces dépenses de personnel. Donc vous en avez voilà, la traduction sur la slide. Et puis bien sûr, il y a aussi tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le GVT, eh bien, qui va forcément augmenter la masse de nos dépenses de personnel. Voilà, je suis désolé, c'est moi qui me suis un peu emmêlé les pinceaux dans l'ordonnancement des différentes slides. Désolé. Enfin, n'oubliez pas, mes chers collègues, qu'il y a aussi les recrutements que nous avons délibérés. Je pense notamment au poste de responsable de l'urbanisme sur lequel nous avions délibéré. Il y a également, et bien tout récemment, le poste concernant l'attractivité et l'accompagnement de notre démarche PV10. Donc tout cela, eh bien, occasionne une augmentation des dépenses de 295 000 euros. Nous avons ensuite des atténuations de produits pour 124 000 euros, 123 421. Il s'agit en l'occurrence eh bien, du reversement que nous sommes amenés à faire à la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins dans le cadre du pacte fiscal et financier qui nous lie à notre agglomération, et ce notamment lié aux nouvelles implantations économiques sur la zone d'activité de l'Alouette. Donc nous reversons eh bien, la part qui revient à la communauté d'agglomération.
Nous avons ensuite des autres charges de gestion courante en augmentation de 34 000 euros, mais qui est en grande partie liée à des changements d'imputation budgétaire. Au niveau des subventions, nous maintenons l'effort à destination des associations de notre commune, avec une première enveloppe, on y reviendra bien évidemment dans la délibération afférente, une première enveloppe de 147 722 euros, mais nous serons certainement amenés à y revenir d'ici la fin de l'exercice budgétaire, comme nous l'avions fait sur les 2 exercices précédents, et nous maintenons la subvention au CCAS de l'ordre de 100 000 euros, ce qui permettra au CCAS de poursuivre ces dispositifs d'accompagnement de nos concitoyens en situation de précarité ou dans un parcours d'insertion professionnelle. Concernant les recettes de fonctionnement, elles sont en augmentation forcément de 1,6%. Nous avons une forte augmentation des atténuations de charges. Concernant les 2 postes principaux de recettes, les impôts et taxes, vous le voyez, sont en augmentation de 4,2%. Les dotations sont, elles, en baisse de 1,5%. Attardons-nous sur la fiscalité, avec tout d'abord l'évolution des bases. Celles-ci sont en augmentation de 6%. Elles sont dues en partie, bien sûr, à la revalorisation forfaitaire de 3,9%. Globalement, nous avons 575 000 euros d'augmentation des bases de foncier bâti. La revalorisation forfaitaire nous ramène à peu près 365 000 euros. Et donc, le delta est dû à la progression de nos bases en foncier bâti. Globalement, ça nous ramène un produit fiscal supplémentaire de l'ordre d'un peu plus de 300 000 euros. Donc vous le voyez sur la slide suivante, effectivement, les bases continuent de progresser, mais c'est vrai que l'augmentation 23-24 est due en grande partie à la revalorisation forfaitaire qui avait été décidée par l'État dans le cadre du projet de loi de finances, et pour autant, là encore, vous en avez la confirmation, nous n'avons pas bougé nos taux depuis 2018. Vous le voyez, nous sommes sur un trend qui est totalement à l'horizontale. Un focus cette fois sur les dotations d'État. Alors, elles sont en diminution de l'ordre de 109 000 euros sur ce chapitre, puisqu'en fait, nous n'aurons pas cette année, souvenez-vous-en, le filet de sécurité que nous avions perçu sur 2023, l'État n'a pas reconduit ce dispositif sur 2024. Et donc, comme je vous l'évoquais préalablement, nous avons eu les dotations définitives concernant la dotation forfaitaire, la DSU et la DNP. Au final, nous dégageons un produit supplémentaire de 6 000 euros. Voilà, c'est ce qui s'appelle se foutre du monde, alors que nous sommes dans le contexte économique que nous connaissons. Voilà. Tout cela est le fruit de la formidable politique gouvernementale menée par l'État et notamment par mon homonyme. Des homonymies qui sont parfois difficiles à porter. Allons un peu plus loin sur ce focus sur les dotations. Vous le voyez, la dotation forfaitaire, elle est pratiquement stagnante, puisqu'on est sur une progression de 0,6%. La DSU, fort heureusement, continue de progresser. La DNP, elle, par contre, est en légère baisse. Mais c'est vrai que ça se joue surtout sur la dotation forfaitaire et la DSU. On passe cette fois à la section d'investissement. Vous en avez le montant, je l'ai cité lors de la présentation du budget dans ses grandes masses, 1,5 million d'euros, avec notamment le lancement des premières études opérationnelles concernant la piscine. On aura les premières études qui vont être lancées, d'ailleurs qui ont déjà été lancées, notamment la mission géomètre. On peut passer sur la slide suivante, merci. Nous aurons ensuite le diagnostic archéologique réalisé par le département. On aura d'ailleurs à délibérer sur ce point en cours de séance. Alors, ce n'est pas 13 000 euros qu'on verse au département, c'est la taxe que nous devons payer pour ce diagnostic archéologique. Puis ensuite, il y aura d'autres études, notamment l'étude faune-flore. Et tout cela va nous permettre d'avancer et ensuite de désigner notre maîtrise d'œuvre. Donc, on reviendra bien évidemment sur ce projet à l'occasion du BS. L'autre grande étude que nous avons lancée depuis ces dernières semaines concerne la réappropriation de la friche de l'ancien collège Falampin. Vous connaissez la stratégie qui est la nôtre, c'est notamment
eh bien, la réappropriation de l'ancienne demi-pension pour pouvoir y transférer nos élèves des écoles maternelles. Donc 45 000 € consacrés à cette étude. Un focus cette fois sur les dépenses concernant les projets de travaux et équipements destinés à nos différentes structures. 108 000 € concernant, 109 000 pratiquement concernant les écoles, avec notamment la poursuite du programme pluriannuel de réfection des toitures de l'école des Alouettes. On sera sur la partie Bétigny. Et puis, nous répondons eh bien, l'ensemble ou quasiment l'ensemble des demandes des écoles en matière de matériel, de mobilier. Et là encore, eh bien, nous y mettons un point d'honneur. On le fera notamment dans le cadre de l'appel à projet QPV du département. C'est plus modeste en matière de dépenses à caractère culturel, mais pour autant, eh bien, nous consacrerons quasiment 19 000 € à quelques travaux. Mais je vous rappelle qu'on avait fait des dépenses conséquentes ces dernières années sur l'espace Mitterrand. Et pour autant, nous l'avons mis sous le chapeau plan de sobriété énergétique, eh bien nous aurons notamment le remplacement des projecteurs de l'espace François Mitterrand. Alors vous l'imaginez bien, des projecteurs comme ceux-là, eh bien ça consomme beaucoup, donc on va passer sur des systèmes beaucoup plus économes en matière de consommation d'électricité. PSE, donc des dépenses à hauteur de 51 000 €. C'est notamment le remplacement des chaudières, mais aussi le remplacement des éclairages dans nos différents bâtiments et notamment nos écoles. En matière d'attractivité centre-ville, eh bien, nous réalisons, cette fois sur le plan budgétaire, l'acquisition de l'ancien commerce au Mimosa, dans lequel nous avons commencé les travaux de réappropriation. Tout cela pour 163 000 €. Nous avions délibéré en ce sens. Concernant les travaux à caractère sportif, 260 000 €, notamment sur les travaux du complexe Pierre-Mauroy, rénovation, enfin remplacement de la verrière. Il y a ensuite bien, quelques autres dépenses, et notamment là encore du matériel, du mobilier, puisque là encore bien, nous veillerons à répondre à la quasi-totalité des demandes qui nous avaient été adressées. Solidarité, c'est plus modeste, mais il faut bien avouer que les travaux du cabinet médical ont été largement réalisés sur l'exercice 2023, donc là on est quand même un peu plus modeste cette année. Et là encore, comme je le dis souvent, ça ne sert à rien de gonfler l'investissement si on n'est pas sûr bien, de réaliser les dépenses sur l'exercice concerné. En matière de recettes, eh bien, elles seront essentiellement assurées par des subventions et dotations. Nous allons chercher tout ce que nous pouvons, bien évidemment, mais ce sera aussi au travers de l'emprunt, qui est en légère diminution de 4,9%. Vous avez d'ailleurs le tableau concernant l'emprunt. Donc vous le voyez, nous avons une légère augmentation de l'annuité de remboursement à 806 794 €, en augmentation par rapport à l'exercice 2023. L'encours de la dette baisse, nous sommes à 5,9 millions d'encours de dette et nous allons donc réaliser un emprunt à hauteur de 550 000 € pour cette année. Donc là encore, ça reste particulièrement modeste. Je vous renvoie au débat d'orientation budgétaire. Nous sommes très très peu endettés, mais pour autant, ce que je disais à l'instant vaut également. Ça ne sert à rien d'emprunter si on n'a pas effectivement de gros projets à financer. Voilà mes chers collègues pour la présentation certes rapide de ce budget sur le plan strictement financier et comptable, mais pour autant permettez-moi de lui donner, je dirais, un éclairage un peu plus politique. Ce budget 2024, il décline, il traduit les orientations, les priorités municipales qui sont celles de la majorité. Nous confirmons le maintien de la fiscalité, mais malheureusement, il y a la revalorisation forfaitaire des bases. Nous poursuivons nos grands projets, et bien sûr le projet phare est celui du lancement de la nouvelle piscine, mais il y a aussi le lancement de l'étude concernant la réappropriation de la friche du collège Falampin. Et puis n'oublions pas, on y reviendra dans un instant, nos opérations d'aménagement et notamment les opérations concédées à Territoire 62. Et puis, parce que nous y sommes attachés, c'est le maintien du service public municipal. Concrètement, sur la thématique ville citoyenne, et notamment en termes de participation citoyenne,
Vous allez me dire, ça coûte rien, mais c'est symbolique et c'est important. Nous allons donc créer, nous délibérons en juin prochain, 2 nouvelles commissions extra-municipales, dont eh bien, le Conseil des aînés. Alors, c'est aussi une façon pour nous de renforcer et d'entretenir la dynamique avec les acteurs locaux. Nous y veillerons en faveur de la solidarité vis-à-vis des aînés. Nous y veillerons aussi eh bien, dans le domaine de la culture. Nous continuons eh bien, de monter en puissance concernant la réserve communale de sécurité civile. Et comme nous nous y étions engagés, eh bien, nous allons engager les premières formations, les premières sessions de formation aux gestes qui sauvent, en ciblant dans un premier temps, je dirais, les publics les plus concernés, avec cette volonté progressivement eh bien, d'étendre au grand public. Concernant la thématique ville éducative, eh bien, ce sont 2 millions que nous allons consacrer à l'éducation de nos enfants, et donc notamment aux 1271 élèves qui fréquentent nos 10 écoles municipales. Je pense bien sûr également à l'accueil des demi-pensionnaires, les 530 élèves que nous accueillons par jour. Et puis je pense bien évidemment à celles et ceux que nous accueillons également dans le cadre du service périscolaire. Donc 2 millions d'euros de fonctionnement que nous consacrons eh bien, au budget éducation. L'autre pilier eh bien, de nos politiques volontaristes, c'est bien sûr le budget en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Eh bien, c'est 1,2 million d'euros que nous allons consacrer à ce budget. Et là encore, eh bien, je vous le rappelle, ce sont pratiquement 1500 enfants qui passent, alors passez-moi l'expression, elle n'est peut-être pas très heureuse, mais qui passent eh bien, dans nos différentes structures d'accueil tout au long de l'année, et notamment eh bien, sur les ALSH des grandes vacances, des petites vacances et des différents temps d'animation qui sont mis en œuvre par notre service municipal. Et puis, il y aura du nouveau, puisque c'est un chantier que nous travaillons avec notre collègue Martine Tchekalowski, et bien l'instauration d'un ALSH le mercredi toute la journée, puisque c'est une demande eh bien, de nombreux parents, et il faut bien l'avouer, notamment des parents qui sont en activité professionnelle et qui rencontrent des difficultés de garde de leur enfant. Sur la thématique Ville tranquille, ce sont 531 000 euros que nous allons consacrer pour l'activité eh bien, de notre brigade d'agents de surveillance de la voie publique, mais c'est également l'activité de l'espace de conciliation et d'accès au droit et notre brigade eh bien, d'îlotage du domaine public. En termes de nouveautés, eh bien, nous poursuivrons le plan mobilité, où nous allons cette fois rentrer dans un second cycle de réunions qui seront beaucoup plus eh bien, focalisés sur différents quartiers où nous savons qu'il y a peut-être des difficultés un peu plus importantes que dans d'autres quartiers. Donc tout cela va se mettre en place d'ici l'été prochain. Nous allons lancer, ce sera piloté par notre collègue Jérémy Robillard, eh bien, notre campagne de lutte contre les incivilités. C'est là encore un engagement que nous avions pris dans le cadre de notre projet de mandat. Et Jérémy, vous l'avez présenté lors du précédent conseil municipal, nous allons eh bien, engager la phase 4 de déploiement de la vidéo protection. En matière de solidarité, bien sûr, il y a, je l'évoquais dans le cadre de la subvention qui lui est octroyée, l'action quotidienne de l'équipe du pôle des solidarités humaines en matière d'accompagnement de nos concitoyens touchés par la précarité ou qui sont dans un parcours d'accompagnement. Je pense notamment aux allocataires du RSA. Je pense également à notre plan parentalité qui est mis en œuvre par notre équipe de techniciennes. Je pense bien sûr au plan santé qui est déployé depuis le début du mandat. Je pense bien sûr, je l'ai déjà cité, à l'activité du cabinet médical communal. Bah oui, forcément, nous avons décidé de prendre en charge la totalité des frais de fonctionnement de ce cabinet médical communal, de prendre en charge également le secrétariat médical. Tout cela a un coût pour la collectivité, mais je l'évoquais, et cela a été confirmé par notre collègue Nathalie Blanquet, 1200 patients ont pu reprendre eh bien, un parcours d'accès aux soins. Alors, ils ne sont peut-être pas tous de Bully-la-Mine, mais en tout état de cause, ils sont en grande majorité de notre commune. Tout cela peut vous paraître un peu accessoire au regard des grandes masses budgétaires, mais ce premier voyage que nous allons organiser eh bien, pour les seniors, il est important, et nous prenons en charge eh bien, le transport en bus, je l'ai indiqué à l'instant. Le partenariat que nous lançons avec Mots et Merveilles que vous venez d'approuver à l'unanimité. Je cite également le projet VRAC que nous allons déployer dans notre quartier politique de la ville
notamment donc sur le quartier des Brebis et le quartier de la résidence du maréchal Leclerc. Là encore, c'est une façon d'accompagner nos concitoyens en situation de précarité vers une alimentation de meilleure qualité et à moindre coût. Et là encore, pour accompagner nos concitoyens les plus touchés par la précarité, eh bien, nous allons lancer un dispositif d'école des consommateurs pour les aider eh bien, à faire face à la gestion quotidienne de leur budget familial. Sur la thématique ville durable, eh bien, nous allons poursuivre nos opérations d'aménagement et tout cela donnera lieu bien sûr au versement de la participation qui est la nôtre sur l'opération Brebis à territoire 62. Et tous ces programmes que nous avions évoqués en fin d'année dernière, eh bien, ils vont, vous le voyez d'ailleurs, ils commencent à sortir de terre où les travaux préparatoires sont en cours. Mais il est certain que quand on voit les premières maisons sortir sur le secteur Brebis, sur la friche des anciens grands bureaux, bah, c'est quand même un beau signe d'espoir, de recomposition, de reconquête urbaine sur cette friche. Quand on voit les logements du béguinage Maison et Cité sur le boulevard Lamandin, qui eux aussi sont déjà bien avancés, avec une perspective de livraison au premier trimestre 2025, ou du moins printemps 2025, bien là encore, c'est de bon augure et je sais que ce programme est particulièrement attendu. Je ne reviens pas sur l'acquisition du Mimosa, pour lequel, alors je le dis, hein, nous avons déjà un preneur, mais on aura l'occasion d'y revenir quand les choses seront officialisées en juin prochain. Et nous poursuivons eh bien, notre démarche d'animation de la COP du 51 et de la boutique 51. En matière d'environnement, alors là encore, hein, ça peut paraître des petites choses, mais ce sont des petites choses importantes. Notre collègue Pascal Foucard a entamé une première tranche eh bien, de végétalisation des allées du vieux cimetière de notre commune. C'est pratiquement un tiers quand même de la totalité de notre cimetière communal. On s'inspire de ce qui se fait dans d'autres communes. Et tout cela occasionne bien sûr des coûts, des frais pour notre collectivité. Nous lançons, là encore, c'est peut-être symbolique, mais c'est important, une quinzaine de la nature dans les écoles, et tout cela eh bien, vient renforcer aussi l'action pédagogique qui est déployée dans les écoles en matière de développement durable. Et puis nous allons lancer, c'est vrai que ça a été un petit peu long à se mettre en route, sans mauvais jeu de mots, mais le lancement est bien du traitement des biodéchets. Les déchets, ça fait beaucoup débat en ce moment dans notre agglomération. Eh bien, votre commune, mes chers collègues, est exemplaire puisqu'elle va trier les biodéchets recyclés, les biodéchets qu'elle produit, on va même les composter, puisque nous serons eh bien, vertueux dans ce domaine. Ce sont tous les biodéchets qui sont produits par nos cantines. Notre ville, nous souhaitons qu'elle soit également dynamique. Je vous rappelle que nous consacrons 850 000 € à la culture et à la vie associative. C'est notamment, bien sûr, la programmation culturelle qui est déployée au sein de l'EFM. Notre collègue Dominique Delenclos y reviendra dans un instant. On a aussi cet accompagnement de la vie associative au travers des assises, en vous rappelant donc cette enveloppe eh bien, de 147 000 € consacrée aux subventions associatives. On y reviendra là encore dans un instant. C'est aussi animer notre commune avec ces grands rendez-vous auxquels notre population est habituée. Bien sûr, Festimum, c'est important. Juste au moment de la rentrée scolaire, eh bien, c'est un temps qu'apprécient les jeunes budigeoises et budigeois. Le marché de Noël qui sera reconfiguré cette année. Et puis, eh bien, on revient à ce qu'on connaissait il y a quelques années, une tournée d'été musicale. Ce sera eh bien, le 6 juillet prochain, me semble-t-il, au Stade Corben. Merci, Madame Delenclos. 6 juillet prochain. Et puis, nous poursuivons ce que nous avions initié l'année dernière, décidément. Notre repas dansant dédié aux seniors, tout en maintenant eh bien, le goûter spectacle. Et tout cela, je vous le rappelle, est gratuit pour nos seniors. Les voyages, on peut pas, mais c'est vrai eh bien, que le repas dansant, c'est totalement gratuit et ça avait remporté un vrai succès l'année dernière. La ville dynamique, c'est aussi tout ce plan d'action qui est déployé dans les quartiers. Nous avons d'ailleurs un temps fort demain à la maison de quartier Jean Massé, où nous allons à la rencontre, ou plus exactement, nous demandons aux habitants de venir à notre rencontre pour eh bien, évoquer avec eux toute cette offre d'activités qui leur est dédiée. Ben, vous voyez, ça n'est pas neutre non plus. Le budget sport, c'est 1 200 000 € eh bien, que nous lui consacrons. Et nous aurons notamment, vous le savez bien,
notre collègue Caroline Louba l'évoquait récemment, eh bien, nous aurons le lancement du Pump Track l'été prochain. Et puis ce grand chantier, là on est plus sur de l'investissement concernant le complexe Pierre-Mauroy. Voilà donc mes chers collègues, au-delà des chiffres, des grandes masses budgétaires, il y a la réalité, il y a la façon dont nous mettons en œuvre ce budget. Et je pense que c'est ça qui est le plus important pour nos concitoyens. Et comme je le dis, nous sommes en train de dérouler tranquillement, peut-être un peu moins vite que ce que nous souhaiterions, malheureusement, mais ça n'est pas que de notre fait, le projet municipal pour lesquels nos concitoyens nous avaient fait confiance. Bulle-les-Mines dynamique, tranquille, solidaire, durable, citoyenne et éducative, voilà ce que nous nous attachons à mettre en œuvre dans le cadre de ce budget 2024. En tout état de cause, je tiens à remercier notre équipe de direction et plus particulièrement notre directrice générale des services pour le travail colossal qui a été fourni avec notre directeur des services techniques et l'ensemble de l'équipe de direction, l'ensemble des responsables de pôle et responsables de service. Je n'oublie pas, parce qu'ils ont un rôle important, bien sûr, les élus de l'exécutif, puisque ce budget, ils le construisent également avec leurs équipes, et donc je tiens également à les en remercier. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, mes chers collègues, mais c'est quand même une décision importante qui vous est proposée ce soir. Voilà, mes chers collègues, je vous laisse digérer tout cela. Alors, je me tourne bien évidemment vers les responsables de groupe à qui je vais proposer de s'exprimer, mais auparavant, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je laisse la parole à nos responsables de groupe. Madame Mélanie, vous souhaitez? Alors, comme vous avez pu le faire remarquer, la nouvelle maquette M57 ne permet pas d'afficher un comparatif direct avec le budget 2023, bien entendu. Nous sommes quand même allés chercher quelques lignes dans le BP précédent. Tout ça pour avoir confirmation qu'à Bully, les budgets se suivent et se ressemblent. D'année en année, ils sont frappés du même mot, ceux que nous avons plusieurs fois relevés ici, à savoir un manque d'ambition, d'imagination et de vision longue à long terme, de ce que pourrait être notre ville pour les générations futures. Les raisons de cet immobilisme sont multiples. Il y en a toutefois une qui prédomine, le montant des dépenses du personnel. À elle seule, elle représente plus de 70% des dépenses de fonctionnement. Note de présentation du BP, tableau page 2. Comme comparatif aux villes du secteur, c'est évidemment une anomalie. Nous sommes les seuls dans cette situation. Une zone rouge où ces dépenses finiront par paralyser complètement l'action de la collectivité. C'est d'autant plus vrai que la dynamique de ces charges n'est pas à la baisse. Robe graphique page 18. Pourtant, aucune mesure sérieuse n'a été prise. Le minimum serait pourtant d'étudier un plan d'optimisation des effectifs, par exemple, avec une projection sur les départs en retraite dont le remplacement n'est pas forcément nécessaire. Mais là aussi, aucune action à venir, la majorité subit. Ensuite, bien que l'apprentissage de la natation soit positif pour nos enfants, ça j'en disconviens pas puisque je l'ai toujours dit et j'ai toujours défendu ce projet, en investissement, une piscine ne fera malheureusement pas le printemps. C'est le projet à la mode actuellement dans les municipalités, dénuées de vrais projets pour faire évoluer leur commune. Les autres opérations du programme d'investissement, elles, révèlent du tout venant, à l'exception de la requalification de la cité des Alouettes. Celle-ci n'est d'ailleurs pas une initiative communale proprement dite puisqu'elle est portée dans le cadre de l'ERBM. Comme les années précédentes, l'investissement est donc les parents pauvres de ce BP. Vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même lors du DOB, puisque nos dépenses d'équipement sont nettement inférieures à celles des communes de strates comparables. Robe, page 46. Du côté des recettes, dans le domaine fiscal, un vrai volontarisme devrait lui aussi être mis en œuvre. C'est un moyen de gagner des habitants, ce qui est le meilleur moyen d'espérer rendre à Bully son dynamisme d'autrefois. Aujourd'hui, avant de choisir où s'installer, les gens notamment, les primo-accédants, les jeunes familles, comparent les montants de taxes foncières et leur évolution. Or, la majorité donne dans l'autosatisfaction fière de ne pas augmenter la part communale. C'est assez hypocrite car les bases nationales ont augmenté de 7% l'an dernier et de près de 4% cette année. Les recettes de la commune sont donc mécaniquement en hausse au détriment du pouvoir d'achat des Bulligeois. Comme d'autres villes alentours, dont certaines de gauche, il aurait été possible de baisser la part communale des impôts fonciers pour compenser au moins partiellement la hausse des bases.
Outre l'effet financier, cela aura été un signal symbolique fort pour les habitants. Mais encore une fois, la majorité ne se projette pas. Finalement, quel que soit le bout par lequel on attrape ce budget, le constat est le même. La majorité se satisfait de gérer les affaires courantes sans donner le cap clair à long terme. Pourtant, l'évolution d'une ville doit être pensée à 20 ans au moins, le temps d'une génération. La majorité en a-t-elle l'ambition, en a-t-elle la détermination ou même simplement l'envie? Rien n'est moins sûr. Pour terminer, sur une note positive, nous partageons certainement l'analyse de la majorité, notamment la prudence à observer concernant l'évolution des droits de mutation. Ceci d'autant plus que le filet de sécurité de l'État ne sera pas renouvelé en 2024. Néanmoins, face à tant d'incertitudes et en l'absence de vision stratégique à long terme, nous ne pouvons évidemment pas voter en faveur de ce budget. Merci. Merci madame. La parole est à monsieur Jérémy Robillard pour le groupe majoritaire. Merci, monsieur le maire. Je vais quand même répondre très succinctement à madame Mélanie. Je suis très surpris de vos propos ce soir par rapport aux propos que vous avez tenus dans la presse très récemment sur l'aménagement de notre commune, où là vous trouvez très attractive et dynamique, et vous n'avez pas évoqué toutes ces subtilités de ce soir. Moi, je vous dis que les propos sont des louanges et des félicitations de notre travail, et on vous en remercie. Concernant la présentation de ce soir, effectivement, monsieur le maire, vous avez été long, mais d'une qualité et d'une clarté qui permet à tout à chacun et à tous les Bulligeoises et les Bulligeois qui nous suivent également ce soir de comprendre et d'appréhender ce budget et de revoir également nos déclinaisons de campagne et le chemin que nous tenons. Je tiens également à vous rejoindre, monsieur le maire, et en mon nom et au nom du groupe majoritaire, également remercier les équipes municipales, même si cela peut déplaire à madame Mélanie. On a besoin, et au travers de l'attractivité économique, on a besoin aussi de ce personnel pour mener à bien les chantiers. Et là aussi, on a besoin également de nos services pour mener à bien ce budget. En plus, dans un exercice assez délicat, le passage de la M14, nomenclature M14 à la nomenclature M57, et puis le travail de suivi des opérations financières au quotidien, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc merci à l'ensemble des services techniques, mais aussi tout le bloc du personnel financier. Sur le budget proprement dit, bah oui, nous devons nous satisfaire, madame Mélanie, de ce budget 2024. C'est un budget certes contraint et modeste, mais nous tenons le cap, comme monsieur le maire l'a dit, et on tient le cap de nos engagements de mandat de 2020. J'ai même envie de dire, on va même plus loin que cet engagement que nous avons décliné et que nous retrouvons ce soir sur la slide qui vous est présentée. On va même plus loin, il s'adresse à toutes et toutes, à tous les Bulligeoises et à tous les Bulligeois de tout âge, du plus jeune âge à un âge plus relevé, et aux actifs et aux inactifs. Et pour reprendre cette slide, moi j'ai envie de dire aujourd'hui et ce soir, ce budget 2024, c'est non pas une ville solidaire, mais un budget solidaire, non pas une ville durable, mais un budget durable, et non pas un budget citoyen, mais un budget juste et citoyen. Donc nous, pour toutes ces raisons, nous du groupe majoritaire, nous approuvons ce budget 2024. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres expressions, d'autres remarques avant que je ne vous le soumette au vote? Eh bien, mes chers collègues, je vous propose de délibérer concernant la délibération relative à ce budget. Permettez-moi de ne pas vous en donner lecture. Ces chiffres vous ont déjà été largement cités et évoqués. Alors, que celles et ceux qui s'abstiennent sur ce budget le manifestent en levant la main. Que celles et ceux qui votent contre ce budget le manifestent en levant la main. 3 voix avec la procuration. Très bien. Excusez-moi, j'ai oublié effectivement la vôtre. Celle de monsieur Lombard, excusez-moi. Que celles et ceux qui sont pour, eh bien, le manifestent en levant la main. Le groupe majoritaire dans sa totalité. Merci beaucoup. Ce budget est donc approuvé par la majorité du conseil municipal, que je remercie pour son soutien. Et comme le disait Jérémy, j'y associe bien évidemment une fois encore l'ensemble de nos services. Nous passons à la délibération suivante, qui cette fois concerne les taux de fiscalité. Alors bien sûr, il vous est proposé de maintenir les taux actuels pour l'exercice 2024, donc de les reconduire. Donc à savoir taux de taxe sur le foncier bâti 59,44. On vous rappelle que nous sommes dans le cumul taux communal et taux départemental.
Taxe sur le foncier non bâti, 93,26%. Taxe d'habitation, 18,61%, mais en vous rappelant qu'elle ne concerne bien que les résidences secondaires ou les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contre? Oui, les mêmes que celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes dans le même vote que pour le budget. Nous passons à la délibération relative aux demandes de subventions, ou plus particulièrement à l'octroi de subventions aux associations de notre commune ou qui exercent dans notre commune. Pour être très clair vis-à-vis de vous, mes chers collègues, je viens de le dire à l'instant, nous maintenons l'effort en faveur du soutien aux associations. Alors, bien sûr, nous n'avons retenu que les dossiers qui ont été déposés et qui ont été validés, et dont nous avons effectivement regardé l'état des comptes. Bien avouer qu'il y a parfois des associations qui ont un petit bas de laine de côté sans pour autant avoir de projet. Et donc, dans ces cas-là, bien évidemment, il n'y a pas d'octroi de subvention. Pour autant, des dossiers ont été déposés hors délai ou nécessitent un petit temps d'examen supplémentaire. Et donc, comme je l'ai évoqué dans le cadre de la présentation du budget, nous y reviendrons à l'occasion de délibérations modificatives, notamment au Conseil de juin et à l'occasion du budget supplémentaire. Mes chers collègues, approuvez-vous l'octroi de ces différentes subventions? Prenez la parole, s'il vous plaît. Merci. Normal que il n'y a pas les mêmes choses que ce qu'on a. Il y en a qui se sont rajoutées. Ah bah si. Si. C'est peut-être une erreur de notre part, dites-moi. Par exemple, le FCS, il y est pas sur la tablette. Juste entre les ch'tis en deuil et le comité des œuvres sociales. Alors, je vous confirme qu'effectivement, il y a bien une subvention de 100 € qui est proposée. D'accord. Donc, moi, je vais sur ma délib. Moi, je l'ai pas. C'est peut-être un bug. Je ne saurais pas vous dire. Est-ce que les autres collègues l'ont? Non, mais je l'ai pas. Alors, c'est peut-être un petit bug concernant non, je ne l'ai pas. votre délib. Je ne l'ai pas. Je sais encore lire un document. Non, Très bien, nous en prenons acte. je suis pas encore. Pour autant, je soumets cette délibération. Alors, y a-t-il des abstentions, des voix contre? C'est l'unanimité sur ces subventions? Je me tourne vers les responsables de groupe. Oui? Oui, monsieur le maire. J'ai pas votre position, Madame Mélanie. C'est avis favorable ou pas? Oui, d'accord. Et c'est terrible quand même. Vous votez pas le budget, mais vous votez les subventions. Bon. Ah bah ouais. Comme vous votez les créations de postes à chaque fois. Enfin bon, il y a une forme de en même temps chez vous qui me surprend un peu. Mais bon, c'est comme au niveau national. Bref. Alors ensuite, nous rentrons dans différentes subventions. Alors là, je vais demander à leurs représentants, aux collègues conseillers municipaux qui sont membres, dirigeants, de bien vouloir quitter la salle. On va commencer par monsieur Gérard Ripré qui va devoir quitter la salle. Alors, subvention de... Oui. Allez-y. Voilà. 8 500 €. Alors, y a-t-il des abstentions, des oppositions? C'est un avis favorable? Avis favorable. Merci. Nous passons au handball club Bulligeois, mais notre collègue Rudy Raguenet est absent. Faites rentrer Gérard. Faites rentrer l'accusé, hein. Attention, hein. Vous avez déjà la bonne nouvelle. Très bien. Alors, subvention au handball club Bulligeois, 25 000 €. Y a-t-il des abstentions, oppositions? C'est un avis favorable, je vous remercie. Nous avons ensuite la subvention cours d'évolution rythmique. C'est notre collègue Maris Baccioni qui n'a pas chassé, va quitter notre salle de conseil municipal. Merci. Subvention de 8 000 €. Y a-t-il des abstentions, des voix contre? C'est donc un avis favorable à l'unanimité. C'est maintenant notre collègue Michel Battiato qui va... On a un huissier ce soir. On a un huissier. Très bien.
Alors, subvention à l'ESB, subvention qui vous est proposée, 21 500 €. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Unanimité? Merci beaucoup, c'est approuvé. Voilà, le président du club va pouvoir regagner son siège. S'il vous plaît. Monsieur Leroy, je vous en prie. Au sujet suivant, je voudrais quand même faire une remarque. Madame Mélanie, quand elle nous dit que elle vote automatiquement les subventions parce que ça concerne des administrés, je ne sais pas si vous avez entendu la présentation du budget. Toutes les actions qui sont menées sur l'ensemble des thématiques, ça concerne notre population, ça concerne nos administrés. Donc, à un moment donné, effectivement, j'ai du mal à comprendre la cohérence dans le vote ou dans les propos que vous tenez. Simplement. Merci. Alors, je tiens juste à préciser une chose. Alors, allez-y, madame. Les, Prenez la parole, les je vous en prie. associations, c'est une chose. La municipalité, c'est une autre. Donc, je suis désolée, mais même quand il s'agit de postes, ça concerne une personne. Donc, c'est normal que quand elle obtient un grade, je suis tout à fait d'accord pour qu'elle obtienne son poste. Par contre, pour certaines créations, des fois, je... Il n'y a pas de censure, hein, je vous rassure. D'accord, merci pour vos explications. Allez, on passe au point numéro 4 des admissions en créance éteinte, puisqu'en l'occurrence, eh bien, nos débiteurs ont fait l'objet de procédures de rétablissement personnel qui provoquent l'effacement des dettes pour un montant de 5 807,12 €. Est-ce que c'est un avis favorable? Y a-t-il des abstentions, des voix contre? Avis favorable? Très bien, merci beaucoup. Point numéro 5, admission cette fois en non-valeur, donc il s'agit de créances irrécouvrables. Pour autant, eh bien, les poursuites restent possibles en cas de retour à meilleure fortune. Donc en l'occurrence, c'est bien pour 4 597,62 €. Pas d'abstention, pas d'opposition, avis favorable à l'unanimité. Je vous en remercie, mes chers collègues. Nous passons à la thématique ville citoyenne et dynamique. Mais cette fois, nous allons passer le point numéro 6 qui a déjà été délibéré. Concernant le partenariat avec l'association Mots et Merveilles, j'arrive donc au point numéro 7 qui concerne la tarification de l'espace François Mitterrand, ce qui nous permettra d'évoquer bien la saison culturelle. Je cède la parole à notre collègue Dominique Delenclos. Merci, monsieur le maire. Alors, afin de maintenir notre offre tarifaire accessible au plus grand nombre de spectateurs et considérant la réussite du pass famille et du pass proximité, nous vous proposons d'appliquer pour la prochaine saison culturelle la même tarification que cette année, à savoir 3 ou 5 € pour les spectacles hors saison culturelle, 20 € pour 3 spectacles à choisir dans la programmation pour le pass proximité qui va s'appliquer aux habitants du canton et des villes de Grenay et Saint-Angoël dans le cadre du projet intercommunal. 16 € pour un adulte et un enfant pour les 4 spectacles du pass famille, le tarif abonné à partir de 4 spectacles, le tarif réduit pour les seniors, les étudiants, les demandeurs d'emploi et toujours bien sûr la possibilité d'acheter des places de façon individuelle. Voilà, donc le premier pass, c'est le pass famille où on retrouve les frères Wanegen, les virtuoses, pardon, les Biscotto et French Twins. Et parmi ces 4 spectacles, un de ces 4 spectacles pourra composer le pass proximité, réservé aux habitants du canton. On aura de l'humour avec Jean-Luc Lemoine, Bernard Mabille, Oldelaf, Arnaud Joyer pour l'opération Bretzel, pareil, un de ces spectacles pourra composer le pass proximité. On aura du théâtre avec Le Père Noël est une ordure, Germinal en collaboration avec le Centre artistique minier de Leward. Et À quel prix tu m'aimes, pareil, un spectacle qui pourra faire partie du pass proximité. De la chanson avec Julie Zenati, Gilles Caplan, Rodrigue et Maël Isaac, pareil, un de ces spectacles pourra faire partie du pass proximité. Et on n'a pas oublié nos scolaires avec des spectacles Piraterie, L'école des fantômes, Tant pis pour King Kong, Méchant et les Biscottos pour les élèves de maternelle et des écoles primaires. Et on n'oublie pas les spectacles associatifs à l'espace Mitterrand et notre programmation dans nos maisons de quartier et à l'espace culturel Édouard Pinault. Tout à fait, il est important de le souligner.
Mes chers collègues, approuvez-vous cette tarification pour la saison 2024-2025? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? C'est un avis favorable à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous poursuivons dans le domaine de la culture, Madame Delencourt, cette fois avec le projet intercommunal des enseignements artistiques. Alors, dans le cadre de notre offre d'enseignement artistique, il vous est proposé de reconduire sous les mêmes conditions qu'en 2023 et 2024 nos ateliers de pratique artistique, à savoir pour l'école de musique, un tarif de 42 € pour les Buligeois et pour les communes de Grenay, Aix, Saint et Mazingarbe, dans le cadre de notre partenariat, 85 € pour les extérieurs. Pour nos ateliers théâtre, 10 € pour les Buligeois, ainsi que pour les communes de Grenay, Aix, Saint et Mazingarbe, et 35 € pour les extérieurs. Merci beaucoup. Nous poursuivons effectivement ce partenariat. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Avis favorable à l'unanimité? Adopté. Merci beaucoup. Nous passons cette fois à une décision là encore importante, une délibération importante, puisqu'elle concerne eh bien, le contrat de ville. C'est notre collègue Maryse Baccioni qui vous la présente. Merci, monsieur le maire. Le contrat de ville de la CAL s'est achevé le 31 décembre 2023. Le quartier des Bourbis a encore été maintenu en QPV. Depuis octobre 2023, la CAL a engagé une concertation élargie pour élaborer le contrat de ville 2024-2030. La stratégie proposée repose sur 3 piliers: prévenir, repérer, agir, coopérer. Le labo citoyen permettra aux habitants de participer au contrat de ville. Le contrat de ville 2024-2030 aura également vocation à évoluer et pourra donner lieu à des avenants. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau contrat de ville de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin intitulé « Engagement quartier 2030 ». Veuillez vous reporter au cadre et ses annexes, d'autoriser l'engagement de la ville dans cette nouvelle démarche contractualisée, et monsieur le maire a signé le document cadre contrat de ville 2024-2030 ainsi que toute autre pièce, courrier, document nécessaire à la mise en œuvre du contrat de ville Engagement quartier 2030. Merci Madame Baccioni. Y a-t-il des questions, des remarques, mes chers collègues? Je ne doute pas que vous ayez lu la totalité de ce document, qui effectivement s'inscrit dans la dynamique du précédent, mais qui apporte aussi des améliorations, des inflexions, parce que c'est vrai qu'on essaye de coller au plus près des habitants, des demandes, des attentes des habitants. Puis ça rejoint finalement le premier dossier que nous avons évoqué ce soir, c'est lutter contre tous ces déterminismes qui pèsent encore beaucoup dans les quartiers politiques de la ville, déterminismes sociaux, déterminismes culturels. Et donc, c'est important de déployer des actions. Mes chers collègues, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Est-ce que c'est un avis favorable à l'unanimité? Oui, très bien. Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la thématique ville durable. C'est Pascal Foucard qui nous rapporte le point suivant, le point numéro 10. Vous pouvez afficher le schéma. Merci. Monsieur le maire, ces travaux visent à l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique exploité par le distributeur Enedis, qui s'est approché de la commune afin d'obtenir l'autorisation d'implanter ces équipements sous le domaine communal et le plus précisément sous les rues. Je compte pas afficher le schéma. Apparemment, on ne l'a pas. Malheureusement, on n'a pas d'image. C'est dommage. Donc, je vais essayer d'être précis. Donc, en fait, ces travaux d'Enedis vont impacter la rue Roger-Salengro depuis le poste situé à proximité de la passerelle SNCF qui relie Bully à Grenay jusqu'à la fourche au niveau des rues de Condé et Robert Desfossés en technique dite de forage dirigé. Donc, ça veut dire en fait sans traverser, sans tranchée ouverte au niveau de la voirie. Des niches seront également implantées au niveau des trottoirs, plus particulièrement face à la boulangerie de Kit, qui seront nécessaires pour réaliser les enfouissements des câbles lors du forage dirigé. Il y aura un impact également sur la rue de Condé, depuis la rue Robert Desfossés jusqu'au poste de Condé en forage dirigé, toujours sans tranchée en parente. Au niveau de la rue Robert Desfossés, depuis la rue Roger Salengro jusqu'à la rue Alfred Josien, avec une partie en forage dirigé. Seule cette partie fait l'objet de cette convention. La seconde partie sera réalisée en technique dite en tranchée ouverte,
c'est-à-dire depuis le rond-point face à la cantine Ferry jusque la rue Alfred Josien. Ensuite, on repartira de la rue Alfred Josien jusqu'au boulevard des Alouettes au niveau, du poste jouxtant le bâtiment Filiéris, et ce toujours en forage dirigé. Ces travaux seront réalisés fin juillet 2024 pour la rue Robert Desfossés en technique franche et ouverte. Les accès aux commerces et entreprises seront maintenus. En outre, pour les autres parties, en technique forage dirigé. Pour ce faire, une convention de servitude doit être établie entre Enedis et la commune. Il est précisé que les travaux consistent à établir à demeure une bande d'1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 123 mètres, ainsi que ses accessoires. D'établir, si besoin, un bornage de repérage. D'une manière générale, Enedis pourra utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public et de la distribution d'électricité, renforcement de réseau, raccordement, etc. Une indemnité forfaitaire unique de 125 € sera versée à la commune par Enedis. Je vous propose donc d'approuver la convention de servitude à intervenir avec Enedis pour les travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique sur la parcelle AH0086 rue Roger Salengro, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et notamment la dite convention de servitude. Merci Pascal, je suis sincèrement désolé les collègues, mais c'est vrai qu'il y a un plan qui était préparé, qui est beaucoup plus explicite que celui qui est joint à votre projet de convention. Donc on fera en sorte de vous le transmettre très rapidement, parce que comme le disait Pascal, c'est quand même beaucoup plus explicite sur ce plan, mais vous l'avez bien compris, il y a des parties effectivement en forage et des parties en tranchée plus classiques. Alors rassurez-vous, c'est vrai que c'est quand même un gros chantier, mais tout cela est suivi par nos collègues élus, nos collègues adjoints et nos services techniques pour faire en sorte de limiter, comme le disait Pascal, les nuisances, et notamment pour les commerçants dans ces portions de voirie. 125 €, nous voilà riches. Merci beaucoup. C'est une petite entreprise, Enedis, que voulez-vous? Avis favorable, mes chers collègues? Pas d'opposition, pas de vote négatif? Très bien, je vous en remercie et on vous transmet très rapidement en début de semaine le plan. Ça vous permettra de mieux comprendre l'impact sur le domaine public. Nous passons à la rubrique aménagement grand projet, en l'occurrence la délibération numéro 11. Il s'agit de signer une convention avec le département du Pas-de-Calais. Je l'évoquais dans le cadre de la présentation du budget, puisqu'il s'agit cette fois de réaliser le diagnostic archéologique d'archéologie préventive concernant le programme de la piscine. Donc je vous le rappelle, mes chers collègues, la fois précédente, nous avons approuvé le programme de ce futur équipement. Comme je l'évoquais dans le cadre de la présentation du BP, nous rentrons maintenant dans des études opérationnelles. Et donc, il y a lieu de réaliser durant le mois de juin ces études, ce diagnostic d'archéologie préventive. Donc, celui-ci a été prescrit par le préfet de région qui a accepté le recours à la direction de l'archéologie du département, puisque cette direction est agréée, c'est un opérateur agréé par l'État. Alors c'est quand même beaucoup plus simple de passer par le service départemental, et ça nous a permis de caler les choses assez rapidement. Et bien évidemment, tout cela donne lieu à une convention, et nous serons bien sûr amenés à payer la redevance d'archéologie d'un montant de l'ordre de 14 000 €. Bien sûr, en fonction de ce qui sera trouvé, nous serons amenés à aller un petit peu plus loin. Et là, ce seront des fouilles. C'est une autre paire de manches. Voilà, donc vous serez bien évidemment tenu informé, mais là, c'est une décision qui relève de l'État. Ah, mais pourquoi pas, on est preneur. Un trésor enfoui, ouais, tout à fait, ouais. Mais ça nous ferait perdre du temps. Alors, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Avis favorable? Oui? Très bien. Merci beaucoup. À l'unanimité. Je vous en remercie, mes chers collègues. Je pourrai donc signer ce projet de convention. En information directe, sachez que le DAZEN a confirmé malheureusement la fermeture de 2 postes, ce que nous avions évoqué, notre collègue Géraldine Noyol les avait évoqués en début d'année.
donc à l'école François Bram et à l'école Jean Zay. On vous l'avait dit, malheureusement, hein, on savait que les effectifs étaient en forte baisse sur ces deux écoles. Vous savez qu'on aurait malheureusement peu d'argumentation pour obtenir une révision de ces mesures, et donc le DAZEN les a confirmées. Bon, en espérant que ça ne se poursuive pas de cette façon sur la prochaine rentrée scolaire. Nous vous avons également adressé, mes chers collègues, le planning des réunions jusqu'à l'été prochain, puisque nous avons ajouté une séance de conseil municipal. Celle-ci aura lieu le 21 mai prochain. Bien sûr, il y avait déjà annoncé la réunion du 20 juin, où là, ce sera l'examen du compte administratif, mais nous avons souhaité rajouter une séance le 21 mai, puisque nous aurons notamment à délibérer sur la mise en œuvre ou la poursuite de la mise en œuvre du permis de louer, de l'autorisation préalable à la mise en location et du permis de diviser. Donc il nous faut absolument délibérer avant que la communauté d'agglomération ne délibère à son tour. Voilà, mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Il me reste à lever la séance et à vous souhaiter bien sûr à toutes et à tous un excellent week-end. À bientôt. Merci à celles et à ceux qui nous ont suivis via Facebook. Merci beaucoup.